Merci de nous rejoindre depuis le Parlement européen à Bruxelles pour parler gros sous. Historique. En 2020, face à la pandémie, l'Union européenne décidait d'un plan de relance intitulé Next Generation EU. Au total, 724 milliards d'euros ont été levés sur les marchés par une dette en commun. Pour pouvoir en bénéficier, chacun des 27 a dû faire valider un plan national d'investissement dans la transition climatique et numérique. Alors que 150 milliards d'euros ont déjà été versés aux États membres par la Commission européenne, la question de leur emploi se pose, tout comme celle du contrôle et de la transparence. Oui, parce que c'est pour mieux encadrer ces prêts et subventions, chaque État membre de l'Union européenne devra désormais rendre publique la liste des 100 plus importants bénéficiaires. Le Parlement européen vient de voter cette obligation à la mi-février. Des aides européennes aussi conditionnées à une bonne gestion nationale garantie par des réformes structurelles, mais aussi au bon respect de l'état de droit. Et d'ailleurs, ces fonds ont été gelés dans certains pays, comme la Hongrie ou la Pologne. Bruxelles tente de contrôler la bonne utilisation de cet argent pour donner des gages aux contribuables européens qui rembourseront cette dette jusqu'en 2058. Mais connaît-on vraiment les projets financés par ce plan de relance exceptionnel? Y a-t-il un contrôle effectif? Eh bien, pour en débattre, deux eurodéputés. Aline Miluta, bonjour. Vous êtes du groupe Renew, vous êtes roumain, la Roumanie, qui est d'ailleurs en attente d'un prochain versement. Bienvenue à vous. Et puis face à vous, Nora Mebarek, socialiste française. La France a touché une première tranche de subventions de 12,5 milliards après la validation de son plan sur les 40 milliards prévus. Est-ce que cet argent européen il était nécessaire pour un pays aussi riche que la France? Oui, parce que cet argent européen était nécessaire pour les 27 États membres, finalement. Qu'ils soient plus riches ou moins, parce qu'on sortait d'un temps où on avait eu un blocage mondial de l'activité économique, de l'activité tout court, finalement, qu'on a appelé le confinement. On sortait d'une crise qui, pour l'Union européenne, a été le moyen, en tout cas, pour le Parlement comme pour la Commission, d'être créatif. Et vous l'avez dit en début de propos, ce plan de relance et ce plan, finalement, de contribution de solidarité commune donne un sens aussi à l'Union européenne. Et donc, il était important que la France, comme d'autres États membres, puisse en bénéficier. Vous l'avez dit, 40 milliards d'euros. Je cite un exemple. 40 milliards d'euros, c'est aussi pour la France la particularité d'accompagner le plan de transition énergétique qui a été annoncé par le gouvernement il n'y a pas très longtemps. Un exemple concret, quand on fait de la rénovation des bâtiments publics, qu'ils soient d'ailleurs pour les particuliers comme pour les établissements à la fois entreprises et publics, eh bien, c'est du plan de relance européen. Et donc, oui, pour aussi répondre à ce défi qui est devant nous, à savoir lutter contre le réchauffement climatique, ce plan de relance était important. Alors, c'est vrai que, Monsieur Miluta, votre pays, la Roumanie, c'est un pays des plus pauvres de l'Union européenne qui reçoit déjà beaucoup d'autres fonds structurels justement pour son rattrapage. Est-ce que véritablement ce plan de relance européen, il est indispensable pour vous? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets de ce que ça change finalement post-pandémie et en pleine guerre en Ukraine? Donc, il faut comprendre que le plan de relance est très important pour tous les pays, y compris pour mon pays, pour la Roumanie. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'on a aussi accès au fonds de cohésion. Le fonds de cohésion, la Roumanie a accès au fonds de cohésion de 50 milliards d'euros pour les prochains 7 ans. C'est une somme qui est très grande et qui nous aide vraiment à faire les réformes qu'on a besoin. Et je pense que pour le plan de relance, le plus essentiel, ce n'est pas seulement le montant, ce n'est pas seulement les milliards d'euros qui vont couler dans le pays, mais c'est aussi les réformes. Parce que pour avoir accès aux fonds, il faut aussi mettre en place des réformes, et surtout les réformes qui sont liées à la transition écologique et la transition digitale. Je pense qu'on essaie de pousser du niveau européen, tous les pays européens, de faire des pas en avant sur ces transformations qui sont des transformations européennes et dont on a besoin vraiment. Le plus grand projet qui est financé par le plan de relance, c'est une autoroute qui lie deux régions historiques de Roumanie, la Moldavie et le sud de la Roumanie. Il y avait un problème qui date depuis longtemps, donc on n'a pas une connexion par autoroute.
entre ces deux régions historiques de la Roumanie. C'est pas très vert l'autoroute, hein. C'est pas très vert, mais on va essayer de faire une autoroute qui est plus verte que les autres. Ça veut dire qu'on va aussi mettre par exemple, des bornes de recharge pour les voitures électriques, des choses comme ça pour le faire plus écologique, disons. De plus en plus d'ONG, d'associations, de parlementaires dénoncent le manque de transparence autour de l'utilisation de ces fonds. On a demandé d'ailleurs à afficher les 100 premiers bénéficiaires. Le Parlement l'a demandé expressément. Comme toute bonne utilisation de fonds publics, il est important pour chacun des citoyens européens de savoir où est-ce que l'argent a été mis, et notamment au niveau national. D'autant que sur les plans de relance, là où on est, nous, la Commission, finalement, membre de la Commission de la cohésion, qui est le premier budget européen, parce que la cohésion, pour nous, est un élément essentiel du projet de solidarité européenne. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de concertation? On a toujours travaillé les programmations des fonds européens avec les collectivités territoriales, parce que l'échelon local est un échelon qui est pertinent pour pouvoir répondre aux défis à la fois d'engagement contre le réchauffement climatique et la neutralité carbone, mais aussi en termes de transport, en termes de développement économique, en termes de formation. Ce qui a manqué en termes de conditionnalité, si je puis mettre les deux au même niveau, de critères, c'est la co-construction avec les territoires. On a eu un plan de relance qui finalement a accompagné la relance du PIB et de qui a été national, centralisé, et qui... alors que précisément, et d'ailleurs l'État est contrôleur, ce qui est un problème aussi peut-être. Complètement, et on a eu le sentiment, enfin pas le sentiment, on dénonce d'ailleurs qu'une régression sur la renationalisation de certaines politiques européennes et notamment de fonds de cohésion qui jusque-là était la démonstration de l'utilité de l'Union européenne au plus près des territoires, qu'ils soient ruraux ou métropolitains. Je cite un exemple, si la France décide, je n'ai pas dit que c'était le cas, mais sur les 46% alloués du plan de relance que la France a décidé d'allouer à la transition énergétique, si elle décide de tout mettre sur l'Île-de-France et de ne pas prendre en considération, il n'y a aucun contrôle et aucune possibilité pour les régions et pour l'Union européenne d'agir pour qu'il y ait une répartition équitable. Et ça, c'est le grand regret du plan de relance et qui nécessite du coup le fait qu'on ait voté une demande de transparence, et parce que manque de concertation est égal du coup à opacité sur les projets choisis. Je vois que vous êtes d'accord, hein, Monsieur Mitouta. Je voudrais qu'on revienne... Je suis tout à fait d'accord, en fait. On a besoin non seulement de la transparence, mais on a besoin du contrôle des fonds. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a une nouvelle institution, le Parquet européen, qui a fait déjà des avancements assez importants dans ce domaine. Je pense que seulement en 2022, ils ont gelé des centaines de millions d'euros, y compris des fonds du plan de relance et des fonds de cohésion. Donc il est important de garder d'une part une transparence 100% au niveau des fonds publics, mais aussi de contrôler la dépense des fonds européens. Et c'est pour ça qu'on a cette institution, le Parquet européen, qui est vraiment très efficace. Justement, vous parliez de conditionnalité. On va partir tout de suite en direction de la Hongrie, parce que face à de nombreuses atteintes à l'indépendance de la justice et au pluralisme médiatique dans ce pays, la Commission a gelé en fait en décembre dernier 22 milliards d'euros prévus pour la Hongrie dans le budget de l'Union européenne, budget pluriannuel, mais aussi la Hongrie essaye désespérément de débloquer les 5,8 milliards d'euros de subventions du plan de relance post-Covid. L'argent est-il bien investi en Hongrie? Le reportage tout de suite de notre envoyé spécial là-bas, Luc Brown. La ligne 3 du métro de Budapest, un demi-million d'usagers l'empruntent chaque jour. C'est la plus fréquentée de la capitale hongroise. Depuis 2016, elle a fait peau neuve grâce notamment à des fonds européens de 418 millions d'euros pour des nouveaux ascenseurs et des accès handicapés améliorés. Des subventions dépensées en conformité avec les objectifs de la politique de cohésion. Mais en Hongrie, ça n'a pas toujours été le cas. Ákos Adasi traque la corruption. Direction le village natal de Viktor Orban. Ces 10 dernières années, l'argent de l'UE a financé cette sculpture monumentale, un lac artificiel ou ce train touristique quasiment inexploité. C'est le premier exemple bien connu. Ce petit train qui va de nulle part à nulle part. 5 km et 2 arrêts. C'est un investissement de 2 millions d'euros. Ce n'est pas forcément beaucoup, mais c'est un exemple parfait pour constater un investissement sans utilité dans un pays avec de l'argent européen.
Et tout cela à la demande de Viktor Orban. La Hongrie fait partie des 5 derniers pays de l'Union qui ont refusé de rejoindre le parquet européen. Une instance qui permet notamment d'enquêter sur les fraudes potentielles liées à l'utilisation des fonds structurels. Sous pression de la Commission européenne, Budapest a proposé 17 mesures correctives, dont une nouvelle autorité de l'intégrité pour surveiller appels d'offres et patrimoine d'élus, inefficace pour cette ONG face aux 50 000 cas de corruption suspectés. Cette agence s'appuie dans ses statuts sur les institutions existantes pour ses enquêtes et ne peut pas se tourner vers le tribunal lui-même pour l'instruction d'une affaire. En plus, elle est dépendante du ministère public qui a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir enquêté correctement et refuser d'instruire des poursuites à haut niveau. En plus des fonds structurels habituels, Bruxelles retient 5,8 milliards de subventions et 6,6 de prêts dans le cadre du plan de relance hongrois. La Commission réclame à Budapest 27 super mesures pour mettre fin à la mainmise du pouvoir sur le judiciaire, au détournement de fonds européens et garantir la transparence. Madame Mebarek, on l'a vu, la Hongrie a des dérives autocratiques qui aboutissent à un mauvais usage des subventions, le chantage à l'argent exercé par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance, notamment pour obliger les pays à revenir à de bonnes pratiques démocratiques. Ça marche avec Viktor Orban ? Je pense que ça va marcher parce que Viktor Orban est peut-être très conscient qu'il prive les Hongrois d'investissement pour faire face aux défis qui sont aujourd'hui devant la Hongrie et devant l'Union européenne. Il dit chercher des fonds ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, mais enfin, on rappelle juste qu'entre le moment où le plan de relance est négocié pour l'ensemble des États membres et aujourd'hui, on a une guerre aux portes de l'Union européenne et qu'on est les premiers, évidemment, à vouloir que le respect de l'état de droit soit le chapeau. Mais est-ce que c'est juste, finalement, de lier cet état de droit au versement des plans de relance ? Est-ce que, finalement, les pays qui ont des dérives autocratiques n'ont pas été aussi touchés par le Covid et ont besoin de se rebooster ? Est-ce que vous trouvez que, finalement, c'est le discours de Viktor Orban ? Il dit que ça doit être indépendant, ça ne doit pas être lié. Est-ce que cette conditionnalité, elle est justifiée, selon vous ? Je pense que la conditionnalité est tout à fait justifiée. Les fonds publics et les fonds européens ne sont pas un distributeur de billets parce qu'on parle de contribution de nos citoyens. Donc pour cette raison, je pense que l'Union européenne doit vraiment contrôler très bien comment les fonds sont dépensés. Je pense que la conditionnalité est un instrument qui est vraiment essentiel. Et pour nous, au Parlement européen, nous, on a toujours dit... je pense que c'est presque une unanimité au Parlement européen de dire que la Hongrie ou la Pologne, parce qu'il y a aussi des problèmes en Pologne, devait avoir accès aux fonds publics, soit les fonds de cohésion, soit les fonds de relance, seulement s'il met en place tout ce qui est lié à l'état de droit, mais aussi les réformes. Oui, parce que ce n'est pas que l'état de droit, il y a également des réformes structurelles. En Belgique, le prochain versement est conditionné à la réforme des retraites. L'Italie de Giorgia Meloni, elle a déjà reçu 42 milliards d'euros. Le versement d'une troisième tranche de 19 milliards d'euros a été gelé par la Commission en attendant des clarifications sur l'affectation des fonds et des retards dans les réformes. Est-ce que c'est le rôle de la Commission de s'immiscer dans les politiques budgétaires de l'État, de réclamer une réforme des retraites ? Ça n'a pas été le cas en France, mais finalement, ça l'aurait pu. Est-ce que là, vous trouvez que c'est le rôle également de l'Union européenne ? Alors, d'abord, je rappelle juste que sur l'état de conditionnalité, notamment sur le respect de l'état de droit, dont on a parlé à la fois pour la Hongrie comme pour la Pologne, je vous rappelle qu'ils voulaient geler des zones LGBT, interdire des gens à être dans un espace commun. Je rappelle que c'est juste les traités européens qui... Donc la Commission, la Commission s'est juste contentée finalement par rappel et par obligation du Parlement à faire respecter, puisqu'elle est garante des traités, à faire respecter les traités. Ça, c'est une chose. Exiger une réforme des retraites. Exiger une réforme des retraites. En fait, moi, je pense que historiquement, ce qui est historique dans le cadre du plan de relance, c'est qu'on a fait péter le dogme des 3% de déficit. C'est ça qui s'est passé. C'est que la Commission a accepté, ainsi que le Conseil, de sortir du traité. Et donc, en échange, on demande des réformes. Non. Et du coup, moi, je pense qu'en échange, on ne devrait pas demander ça. On devrait demander un projet qui soit sur un projet politique qui va vers le progrès. Et que toute la question qui se pose, c'est la construction du budget européen. Et pourquoi on milite pour qu'il y ait un budget avec des ressources propres ? C'est pour éviter que les conditionnalités soient mises sur une réforme qui impacte directement les citoyens, à savoir qu'ils fassent régresser les droits sociaux. C'est
C'est toute une question de projet. Donc vous êtes pour la conditionnalité en Hongrie, en Pologne, mais pas en Belgique. Je suis pour la conditionnalité à partir du moment où elle bafoue l'état de droit. Je ne suis pas pour de la conditionnalité qui empêcherait le progrès des Européens. Donc c'est une question de vision et de projet, de confrontation de projets politiques qui sera du coup, à l'orée de la préparation budgétaire, un élément important pour le Parlement. Mais justement, il y a un côté inédit finalement dans ce grand plan de relance. Plus de 700 milliards d'euros, une dette en commun qui a été faite. Et soyons peut-être clairs par rapport à nos téléspectateurs, sans cet argent, est-ce qu'on se porterait aussi bien aujourd'hui les différents pays? Je pense que sans cet argent, il y a beaucoup de difficultés de sortir de la crise énergétique, par exemple. De la crise énergétique, mais de la crise de la pandémie. Parce qu'on a vu, pour 2 années ou même plus, nos économies ont beaucoup souffert. Et donc, pour cela, on a besoin des investissements qui devaient être des investissements du niveau européen. Parce qu'on est liés, donc l'économie européenne est liée. On ne parle pas de l'économie française, roumaine, grecque, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment avoir une vision européenne sur la direction où on veut aller. C'est pour ça que je dis que pas seulement le fait qu'on sort d'une crise énergétique de la pandémie, mais il y a aussi le fait qu'on a une direction positive où on veut aller. Ça veut dire la transformation digitale, la transformation écologique. Ça a besoin aussi d'une approche européenne. C'est pour ça que je pense que ce plan de relance a une double sens. Ça veut dire on sort d'une crise, mais aussi on avance sur un certain schéma qui est le schéma de la transformation. Et on se projette dans l'avenir. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur notre plateau. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Vous restez sur nos 2 antennes pour plus d'informations.